السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أيها الطلبة الكرام، أيها الحضور الكريم لهذا العرض التدريبي الذي يعنى بفنيات صناعة النجاح. Bonsoir, chère audience. Bonsoir, chers étudiants de l'UM5 de Rabat et de tous les étudiants qui nous rejoignent. مرحبا بكم. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Si le son et l'image sont clairs, nous commençons dans une minute. Ça a été un plaisir pour nous de faire des conférences en ligne et en présentiel pour les étudiants de l'UM5 de Rabat. C'était un bonheur et ce fut, et c'est toujours un bonheur de vous servir. Merci beaucoup, un grand merci à toutes les composantes de l'UM5 pour ce travail merveilleux et à tous les étudiants et votre présence, vous, nos hôtes de marque qui sommes là. مرحبا بكم. Merci, مرحبا, bonsoir, bonsoir, Sidi Amin, مريم, نزهة, الإخوة والأخوات من الجزائر كذلك، الطلبة الكرام، مرحبا بكم. دقيقة فقط ونبدأ على بركة الله هذه الدورة أو المحاضرة التدريبية التي تعنى بفنيات الارتقاء، فنيات كيف أجلب لي السعادة، كيف أفهم ذاتي من خلال المشاعر والعاطفة. لسنا دائما في الفهم ولكن سوف نطبق، سوف نأتي إلى أساسيات بسيطة جديدة للغاية، يعني تعنى بكل ما هو نيوروساينس، وكذلك يعني علم الأعصاب، وكذلك سيكولوجيا، وكذلك يعني بعض الأساسيات من الكوتشين المنبثقة من العلوم الموجودة. Bonsoir à tous. La thématique d'aujourd'hui elle est très très importante à mes yeux. Très cher étudiant de l'UM5 de Rabat, très cher professeur encore, très cher hôte de marque, grand bienvenue à la meilleure station d'événements culturels, artistiques, pédagogiques, sportifs et encore du coaching orienté solutions. Vous allez voir avec nous aujourd'hui des choses qui sont admirables, que j'ai aimées, que j'ai adorées, et chaque chose en son temps. Nous avons ciblé une stratégie en coaching pour vous, chers étudiants, comme ça nous serons vraiment au diapason. Nous sommes ravis d'être avec vous pour une conférence en ligne, certainement très facile à digérer, techniquement, formidable à suivre. Vous allez voir, c'est des recherches qui ont été faites pour vous et surtout pour qu'on soit un tout petit peu dans un cadre merveilleux. Nous apprenons tous chaque jour des connaissances et des compétences. Nous donnons de la valeur aux choses que nous apprenons. Nous comprenons aussi et nous entreprenons ce que nous comprenons. Nous sommes réellement dans un processus d'apprentissage très très fin, de par son contenu, son esprit de recherche aussi, ses méthodes et ses thématiques choisies par votre université citoyenne, la nôtre. Mille merci à cette université, Mohamed V de Rabat, qui propose ce programme. Un grand merci. Et chère audience, le sujet d'aujourd'hui est magique. Vous y trouverez certainement une toute petite ou grande compétence de vie qui servira à améliorer votre vie, que ce soit votre vie d'étudiant, sinon par après. Voyez-vous, nous attaquons le deuxième semestre de l'année universitaire et nous faisons un tout petit diagnostic avant du semestre précédent et nous nous apprêtons à persévérer moyennant de nouvelles ressources émotionnelles à des fins de réussir l'année bonnement. Qu'est-ce que je voudrais dire sur ça? Les premières ressources déjà que je vois autour de moi, c'est Chaban déjà, ce mois sacré, c'est un mois qui est formidable, qui précède Ramadan, c'est le meilleur de tous les mois. Et encore, nous sommes en plein printemps. C'est la verdure, c'est les fleurs, et il faut qu'on soit à l'aise là où nous sommes, en tant qu'étudiant, en tant que professeur encore, et en tant que générateur de bons comportements. La vie, c'est 5 points essentiels. Les sources émotionnelles, c'est 5 points essentiels. Et vous allez voir ça avec moi rapidement, en attendant les autres. Vous avez 5 points essentiels pour les sources émotionnelles. Des données, c'est des connaissances, c'est des compétences, c'est des valeurs et encore des croyances
et la meilleure des choses, c'est une réalisation ou une concrétisation. Bien. Ce qui est bien ciblé, c'est que les données que nous allons avoir aujourd'hui et que vous avez déjà en tête vont servir vont servir à devenir connaissance. يوليو معرفة. Automatiquement, ça va donner quelque chose qui est formidable, c'est des comportements, des attitudes avant. Donc, il y a des comportements à servir. Et il y a encore ce qu'on appelle les compétences, الكفايات أو المهارات. Ces compétences-là, nous allons les apprendre aujourd'hui parce qu'il est véritablement pertinemment, je dirais, il faudrait qu'on les fasse comme on les cite pour nous. Et vous allez voir, ça touche véritablement les neurosciences. La qualité, la valeur ajoutée de ce que vous allez recevoir aujourd'hui et le vendredi prochain. Une nouvelle thématique, certainement. Nous avons abordé déjà l'intelligence émotionnelle plusieurs fois cette année et l'année dernière. Mais aujourd'hui, il y a de nouvelles choses pour vous, certainement. Il y a encore le quatrième point, c'est les croyances. Vos croyances par rapport à cette science, les neurosciences, vos croyances par rapport à ce que vous êtes, à ce que vous appréhendez, à ce que vous sentez dans cette vie. Et vous allez voir que ça va un tout petit peu changer beaucoup de choses chez vous. Il y a des choses que vous connaissez certainement. Moi, je compare à chaque fois avec les choses que je reçois comme enseignement. Et encore, il y a la réalisation et la concrétisation. Nous voulons certainement une vie intelligente. نود حياة ذكية. هذه الحياة الذكية يعني بأقل جهد، الحياة الذكية بأقل يعني بأكثر متعة هكذا. La vie, c'est 5 points essentiels et les ressources émotionnelles aussi. نود حياة شخصية عملية ناجحة، التغيير النافع نافع لا محالة، بالعادة النافعة والسلوك القويم نصل إلى المبتغى المنشود. مرحبا بكم إذن إلى هذا العرض الطيب بإذن الله الذي يلقى بكل حب. والله يؤسس للكثير من الأشياء. أنا أعجبني يعني تعليق لشاب يعني يعني البارحة أو البارح قال لي يعني شاب أو شابة والله لم أتذكر النقطة. قال يعني نحن أوتوماتيكيا أصبحنا في عملية متتالية ليومين في الأسبوع، يعني لمحاضرتين، كأننا نقرأ كتاب أو كتابين في الأسبوع. هذا منتج، لما؟ لأننا سوف نصل إلى 8 في الشهر، 10 في الشهر. لاحظ معي أن هذه عملية متتالية إيجابية نافعة نجمع بها معلومات ثم نؤسس لحياة، وهذه الحياة سلوكيات وقبلها تصرفات. هكذا يعني وصلنا إلى المنتوج. أنا فهمت القصد منه، هو يؤسس لشيء معتبر. إذا أسست للتعلم والعلم والله نصل إلى مستوى العالم. هكذا. Sachez que cette conférence fait un effet sur les étudiants que vous êtes déjà et aux professeurs aussi, et touche à la gestion des émotions de tout participant ou participante à cette conférence. Ça donne du boost, comme on dit. D'accord? On commence? Il y a un menu qui est spécial aujourd'hui. Moi, je pourrais citer des choses qui vont arriver aujourd'hui et vendredi, en langue française et en langue arabe, le vendredi, Inch'Allah. Il y aura de l'intelligence émotionnelle, il y aura des méthodes pour pouvoir la gérer nettement, c'est-à-dire la gestion, la bonne gestion pour vous, et les objectifs pédagogiques, vous les connaissez certainement, connaître les émotions et leurs dessins, et encore canaliser le stress émotif, il faudrait qu'on le gère, et maîtriser ses émotions en appréciant, en rapprochant encore les pensées. Et c'est avec des exercices certainement aujourd'hui et des exemples, beaucoup, beaucoup d'exemples. Bien, vous pourrez jeter un coup d'œil sur les personnes qui sont avec nous. مرحبا بكم، مرحبا بسي بن كيران، نعيمة، أوركيدي، مريم، أمين، فرح, etc. Bien, on commence على بركة الله. Sera en langue française, essayez d'être réactif. Je sais que c'est à cette heure-là, il y a des étudiants qui sont toujours dans un processus d'apprentissage, mais nous laissons, Inch'Allah, l'enregistrement pour que vous le voyez en soirée, sinon le lendemain. Lors de cette conférence, s'il vous plaît, il est question, c'est une conférence en ligne, oui, certainement, il est question de toucher de près à notre intelligence émotionnelle. Mais comment on va procéder? On va procéder différemment. Se renforcer en interne, émotionnellement, pour pouvoir entamer un défi. Nous avons un deuxième semestre à produire. Nous avons un deuxième semestre à servir.
à gagner et à réussir. Un semestre à valider et à exceller. C'est ce que je me dis toujours. Plus techniquement, j'ai besoin de beaucoup de choses. 1. Créer des réactions qui boostent et susciter de l'émotion en moi. Donc, je dois avoir cette émotion, je dois la retracer, la recadrer pour être très, très bien dans ma vie émotionnelle. Créer un engouement, vous connaissez ce que c'est un petit peu, il faudrait que je sois à l'aise. L'entrain, l'enthousiasme, c'est ça que l'on met dans les études. D'accord? Il faudrait mettre quelque chose, il faudrait mettre du sel sur ce que nous faisons pour les études, dans les études. Apporter encore une valeur ajoutée à ce que nous sommes, des étudiants dévoués. Moi, si vous n'êtes pas étudiant, si vous êtes professeur par exemple, sinon fonctionnaire, mais ça va de soi. Vous allez être servi aujourd'hui parce qu'il y a des choses qui sont ciblées tout le monde, hein. Ce n'est pas forcément pour un étudiant. Mais là, je me prépare pour diriger ma parole pour nos étudiants de valeur. Faciliter une splendide relance. Il faudrait qu'on soit meilleur que ce que nous avons été au premier semestre. D'accord? Le connu, المعروف المتعارف عليه, le connu vous pousse à agir plus. Il faudrait qu'on agisse d'une manière meilleure. C'est ce que je me vois devant moi en tant qu'étudiant. Qu'est-ce que je dois faire? Il faudrait que je sois plus que je suis maintenant. Donc, dans le dessein de me servir, il faudrait que je booste un petit peu ma manière pour arriver à bon escient. Ce qui prime, moi, il y a mes parents, il y a le diplôme, il y a la réussite, il y a le degré de dévouement que je me mets. Je mets, forcément. Il y a un degré, de dévouement. Il faudrait que je refasse surface avec un nouveau dévouement pour le deuxième semestre. Commençons déjà à entretenir le vase pour attaquer ce qu'on appelle, pour attaquer bonnement et dignement nos études, Inch'Allah. Il faudrait qu'on assainisse un petit peu ce que nous sommes maintenant, notre environnement déjà, ce que nous avons servi lors du premier semestre. خصنا نديرو واحد شوية de ce qu'on appelle le diagnostic, un diagnostic positif bien sûr, et qu'est-ce qu'il y a, et quelles sont les choses qui manquent, etc. Donc, comprenant, apprenant et entreprenant le moindre effort, d'accord? Le boost encore, les techniques pour aller de l'avant. Sculptons notre manière de réaliser pour faire valoir notre identité. حنا نديرو الإنجاز باش نوصلوا للهوية. C'est un peu ça. Faisons preuve d'intelligence pour pouvoir exceller. Donc, il faudrait qu'on soit un tout petit peu plus intelligent. Si tu es plus intelligent, tu rentres ou sinon tu regagnes un petit peu les escaliers pour arriver à un niveau un tout petit peu plus supérieur. Parce que les notes, c'est important. Et la connaissance, c'est important. C'est plus important que les notes. Mais certainement, les notes, c'est important pour valider et pour avoir le meilleur score, pour avoir un bulletin de notes qui est très, très positif. Comme ça, tu seras l'un des meilleurs. L'intelligence, c'est ce qui, dans un homme ou une femme, reste toujours jeune. Votre intelligence à vous, il faudrait qu'on la retrace, il faudrait qu'on la saisisse de nouveau. L'intelligence crée beaucoup de devoirs, tellement. Mon devoir à moi, en tant qu'étudiant, c'est de travailler, c'est de gérer un petit peu ce que je fais chaque jour, chaque semaine et chaque mois. L'intelligence te fait vivre avec ta valeur authentique. Oui, parce que tu as une valeur. Moi, j'ai une valeur à moi. Il faudrait que je l'assainisse. Il faudrait que je la valorise. C'est comme un peu ce qu'on appelle, c'est comme de l'or, si vous voulez. Il faudrait qu'on le sertille à chaque fois et qu'on le nettoie à chaque fois. L'intelligence, tout comme vous savez, c'est l'ensemble des facultés mentales permettant de comprendre les choses, les faits, découvrir les relations entre elles, d'aboutir à la connaissance conceptuelle et rationnelle par opposition à la sensation et à l'intuition. Ça, vous le connaissez déjà parce que c'est une définition que nous avons déjà retracée il y a quelque temps. Définir l'intelligence encore d'une manière plus facile, c'est une des merveilles de notre cerveau. C'est une faculté de comprendre, de concevoir, de raisonner, de développer. Par toi-même, c'est à toi de gérer les choses, c'est à toi de décider, mais avant la décision, il y a des choix. Donc, pour les choix, il faudrait un réflexe, d'accord? Pour une donnée quelconque. L'intelligence, c'est la boîte, si vous voulez, de création de solutions à tout problème.
Moi, je la vois comme ça, avec discernement. Si vous permettez, il faut comprendre. Déjà, il faudrait raisonner, il faudrait concevoir. C'est tout ce que je dis à chaque fois, apprendre, comprendre et entreprendre. Donc, comprendre, raisonner et concevoir. C'est ce qu'on appelle, s'il vous plaît, des aptitudes subjectives. Elles ne sont pas objectives, elles sont subjectives de développement. Des aptitudes de développement subjectif de subjectif, d'accord? Ça donne quoi? Ça donne en quelque sorte un niveau de savoir, un niveau d'instruction dans lequel vous êtes déjà. Vous êtes déjà dans la moitié de l'année. Donc, c'est des aptitudes objectives quand vous êtes dans un savoir qui est connu, objective de développement. Et ça va donner, en fin de compte, la création de solutions, la création de ce que vous voulez entreprendre, la création d'un comportement, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la définition, entre autres. D'accord? Bien. مرحبا بكم، مرحبا، نهار كبير هذا، نهار كبير، il y a des personnes que je n'ai pas vues depuis longtemps, mais je serai encore mieux adapté maintenant à la thématique et je fournirai encore plus d'efforts, mais avec la meilleure des ressources émotionnelles. Comme je disais, s'il vous plaît, l'intelligence émotionnelle, d'intelligence qui suppose en quelque sorte la capacité de contrôler. Il faut un contrôle, contrôler ses sentiments et émotions et ceux des autres encore, parce que vous ne vivez pas seul. Faire la distinction entre eux et utiliser cette information pour orienter ses pensées et ses gestes. Il faut qu'on recadre un petit peu la situation avec notre manière. Si ça va mal en émotion, il faudrait retracer, il faudrait recalibrer. Calibrer, c'est un peu le mot ayara, c'est tout comme on avait vu, l'observation de soi, des autres. Il faudrait revoir un petit peu où nous en sommes, retracer, faire un tout petit diagnostic. Et là, il faudrait qu'on procède à un tout petit changement, quand même, pour utiliser à bon escient cette information, pour orienter les pensées et les gestes et les comportements, les attitudes, etc. Et aussi l'ensemble des aptitudes autres que le QI. Le QI, c'est le quotient intellectuel nécessaire à la réussite dans la vie. Voyez-vous, cher étudiant, le quotient émotionnel prime beaucoup. Dans les recrutements, on vous demande, on vous pose beaucoup de questions, plusieurs questions sur tout ce qui est aptitude, qui relève un tout petit peu du quotient émotionnel plus que le quotient intellectuel. Le quotient intellectuel, nous savons, entre autres, que vous êtes très très bien, que vous avez été dans un enseignement qualitatif, etc., que vous avez appris des choses, mais il faudrait qu'on voit un petit peu est-ce que vous avez ces ressources émotionnelles pour rester dans un poste. Est-ce que vous êtes vraiment apte, capable, d'ici une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, à être chef d'équipe? C'est important quand même. Il faut un quotient émotionnel, nous l'avons déjà, mais il faudrait que ça prime et c'est intelligent de notre part. Vous avez vu avec moi lors d'une séance, il faudrait qu'on pense et cadre nos émotions. Il faudrait qu'on les recadre en même temps. Les émotions, c'est prendre conscience du décalage entre nos représentations et la réalité. Nous avons une réalité, c'est un peu, il nous faut encore 2 mois, sinon 2 mois et demi, pour clore cette année universitaire, on va dire, même 3 mois au plus tard. Mais il faudrait qu'on fasse. La première des choses qui m'arrive maintenant, c'est une stratégie pour 2 mois ou 2 mois et demi. Il faudrait que je fasse un effort dans la stratégie. Il faudrait que je vois un petit peu les choses avec ma représentation. Il faudrait qu'encore que ma représentation, c'est-à-dire le kharita ديالي, il faut que se rapproche, il faudrait qu'elle se rapproche de la réalité. C'est un petit peu de ce qui arrive maintenant. Nous sommes en deuxième semestre. Il faut que vous disiez ceci. Réguler ou développer cette compétence émotionnelle peut nous permettre d'être plus à l'aise, plus en phase avec les aléas de la vie. Donc, il faudrait qu'on voit les choses avec mesure. Prenez du temps pour vous et vous allez voir avec moi des préceptes des neurosciences qui vont nous illuminer un petit peu l'itinéraire. Et agir pour cela de façon individuelle ne veut pas dire agir seul. Vous avez des professeurs, vous avez des gens avec vous, des camarades, et vous êtes des équipes, vous n'êtes pas seul ici, hein. L'auto-analyse est particulièrement difficile quand notre état de tension ne nous permet plus de réfléchir objectivement. Pour ce faire, s'il vous plaît, nous nous devons d'apprendre, de comprendre et d'entreprendre beaucoup sur la valeur des choses. Et ce que je propose?
Je proposerai ce que j'avais dit, si vous permettez, sur la représentation et la réalité. Il faut que la carte nous savons que la carte n'est pas le territoire. Donc émotionnellement parlant, il faudrait que je refasse surface avec une nouvelle valeur de mes études. Oui, je sais, je me connais, je connais ce que j'étudie, mais je sais très très bien que le monde représenté n'est pas le monde réel. Je sais très très bien que le monde représenté est le seul monde connu chez moi. Je sais très très bien qu'il est impossible, pardon, qu'il est possible de changer le monde si je change ma représentation. Je serai un tout petit peu plus joyeux avec lors des 2 mois ou 3 mois qui restent, mais avec ma meilleure des manières, avec mon implication, avec mon effort quotidien, avec ma gestion, ma stratégie nouvelle pour aborder les 3 mois qui restent. Bien, la carte n'est pas le territoire, le monde réel est là, c'est mes études, c'est un petit peu la faculté, l'école supérieure, et ma carte dans le cerveau devrait se rapprocher du monde réel. Elle devrait vraiment franchir les sens, le langage, le discours interne et externe, et il faudrait qu'elle établisse un lien avec mes croyances, mes valeurs, mes préférences, et beaucoup de choses, les convictions encore, les critères, et c'est ma vie. La clé recherchée est en nous. Moi, je le dis souvent, il faut qu'on gère notre conscient pour qu'on puisse programmer notre subconscient. Et c'est un peu ça, parce que notre manière d'être, si elle n'est pas vraiment proche d'un référentiel qui est connu, qui est prometteur, qui est probant, qui donne des résultats, il faudrait qu'on la change. Si moi, je n'étudie pas jusqu'au dernier mois, ça, ce n'est pas une qualité chez moi. Il faudrait que je refasse, c'est-à-dire je revois un petit peu les choses pour que je puisse être un étudiant stratégique, tout comme on avait dit lors d'une dernière séance. L'enseignement à apprendre de tout ça. Vivre des événements actuels, réguliers, ayant une forte valence émotionnelle. Il faudrait qu'on vive, je l'avais dit au début, nous sommes en Chaban, nous nous approchons de Ramadan et nous sommes dans un printemps, attention, il faudrait qu'on fasse un effort en nous, il faudrait qu'on soit joyeux, il faudrait qu'on soit concentré avec une pleine conscience qui est admirable. C'est un caractère positif d'une émotion que nous cherchons. Oui, c'est un caractère. On ne peut pas dire qu'une émotion est positive ou négative, mais nous cherchons un caractère positif pour notre émotion, nos sentiments. Concevoir une mémoire affective, certainement, tout en assurant la qualité intrinsèquement, d'accord, d'une manière inhérente, agréable ou désagréable d'un stimulus d'une situation. Je vais me faire expliquer hein, tout de suite. Si on comprend le sens, la conscience est née des émotions. Notre conscience à nous, nous sommes conscients par tout ce qui bouge, mais ça donne une naissance des émotions. Théorie des marqueurs somatiques dont on va discuter dans quelques minutes, la théorie des marqueurs somatiques démontre que contre toute attente, raison et émotion ne s'opposent pas. Donc l'émotion d'abord, puis la raison, si nous voulons vraiment aller vers la bonne décision. La meilleure décision, c'est que nous devrions nous appliquer pour avoir de meilleures notes, pour comprendre encore, pour entreprendre ce que nous apprenons et comprenons. Sans émotion, nos raisonnements sont biaisés, sont déformés, et nos choix les plus simples peuvent déboucher sur des décisions aberrantes. Oui, mais il faudrait de la bonne émotion. Moi, j'appréhende les choses comme ça. Je prends l'émotion et il faudrait que l'émotion soit dans la raison, va vers la raison. Comme ça, je pourrais décider avec la meilleure des manières. La nouveauté, s'il vous plaît. Les neurosciences développent l'idée que la conscience ne serait pas le produit sophistiqué des régions les plus récentes et les plus évoluées de notre cerveau mais des plus anciennes, là où naissent les émotions justement. C'est-à-dire, si vous vivez un très très bon semestre, ça restera gravé pour vous. Les bonnes choses qui ont été dans le premier semestre vont vraiment vous aider à apprendre et à comprendre mieux beaucoup de choses dans le deuxième semestre. Donc, il faudrait qu'on vive l'instant avec la meilleure des manières. Comme ça, on projettera, comme ça, on préparera le futur avec discernement. Oui, on le sait, avec de la bonne émotion quand même. Il accepte à présent que l'émotion occupe une grande place dans notre comportement. L'émotion, elle est là.
L'émotion, on ne peut pas la négliger, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas l'éliminer. L'émotion, elle est là, il faudrait qu'on la comprenne avec la meilleure des manières. La stratégie émotionnelle pour entamer un semestre exceptionnel suscite un grand élan avec des actions créatrices et innovantes. Moi, je vais vous proposer des choses, mais si vous acceptez, avec tous mes respects pour vous, essayez de faire avec. Pensez-y, hein, d'accord? Il faudrait une action créatrice et innovante. On ne reste pas de la même manière, même si vous avez obtenu de bonnes notes. Il faudrait qu'on refasse surface, il y a des recherches à faire, il y a des choses à apprendre pour se faire plaisir, etc. Mais avant cela, il faudrait peut-être faire un tout petit diagnostic, tout comme j'ai dit tout à l'heure, de nos actions passées, actuelles, oui, avec les temps de corona, mes manques, mes points forts également, pourquoi je n'ai pas fait de stage, des choses, il faudrait que tu te questionnes. Oui, à mon sens, il faudrait recadrer nos incertitudes aussi et nous en avons. J'ai été incertain sur ce point, sur ce module, sur cette manière, sur cette manifestation, sur ce geste, sur ce caractère, sur cette posture, sur ce comportement ou attitude. Et que je refasse, c'est-à-dire je revois un petit peu ce que j'ai eu auparavant. C'est pour ça qu'on avait dit le passé, il reste là, c'est émotionnel. Ce sentiment qui est répétitif pour la bonne raison que nous n'aimons pas changer nos habitudes. Des fois, l'habitude, elle est en nous et nous captive. Mais sachez que on n'aime pas changer les habitudes qui nous semblent rassurantes, apaisantes. Je suis bien tel que je suis, j'obtiens des notes, je valide. Oui, mais il ne s'agit pas de valider. Il s'agit d'être meilleur que nous avons été, meilleur que moi dans le premier semestre. Si vous comprenez un petit peu mon sens, tout comme je voudrais vous le faire passer, mais nous les avons apprivoisées, ces habitudes-là. Et oui, c'est ça. Encore, elles nous sont surtout familières, ces habitudes. C'est ce que nous appelons notre zone de confort. C'est un peu ce que nous faisons quotidiennement. Même parfois inconfortables, on les accepte. Mais c'est un engagement qu'il faudrait placer en ce mois d'avril, non pas en mai. Moi, c'est en avril qu'il faudrait. Mais logiquement parlant, ça aurait été mieux à la fin mars. Mais en avril, nous sommes au début avril. C'est un mois ensoleillé, c'est un mois qui est plein de chaleur humaine, on va dire, et il est plein de bonnes choses spirituelles, etc. Ça va aider, Inch'Allah. Bien, je commence, s'il vous plaît, avec les choses qui sont techniques. Qu'est-ce qui dérange? Gêne le processus gagnant? Parce que nous avons un processus gagnant qu'on devrait capter, qu'on devrait vraiment produire. Qu'est-ce qui se passe réellement? Et comment pourrais-je avancer sublimement? C'est des questions que nous nous posons. Moi, j'ai commencé maintenant, hein. C'est-à-dire, moi, j'ai été vraiment dans le diagnostic, mais il y a des questions qui se posent pour moi se passe pour moi, comment je devrais me produire, et cetera, et cetera. C'est des questions, qui peuvent peser pour moi. Nous devrions œuvrer à peut-être changer votre manière ou notre manière de penser. C'est vrai, parce que la pensée nourrit l'émotion et l'émotion nourrit l'acte ou l'action ou encore le comportement. Le changement doit se faire à plusieurs niveaux. Si vous voulez un avis personnel. Et je dirais un petit peu ce que les scientifiques ont vraiment dit sur ce point. Il faut qu'on booste notre concept de soi. Le concept de soi هو مفهوم الذات. خصنا نقويوه. Oui, parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes les meilleurs. Moi, je pourrais voir un petit, je ne vous vois pas, mais vous me voyez. Mais j'estime véritablement, et j'en suis sûr, que chacun de nous a une position, a une manière à lui qui est excellente, qui est forte et qu'il devrait faire sortir maintenant en avril. Booster notre concept de soi, مفهوم الذات, c'est la clé de la compréhension et de la conscience, comme disent les scientifiques, et que certaines émotions fondamentales, enfin, sont à la base de la construction du proto-soi. Le proto-soi, je vais m'expliquer par après, c'est un petit peu rassembler les éléments, ce que je vois directement. Ça pourrait exister depuis 3 mois après la naissance, mais nous sommes adultes, nous avons 18, 19, 20, 21, 30, 40, etc. Nous sommes toujours dans un processus
d'apprentissage, ça aide beaucoup ce proto-soi et du soi noyau, c'est-à-dire moi modifié, c'est-à-dire ce que j'appréhende de faire, ce que je voudrais faire. Nous le verrons avec mesure, s'il vous plaît, lors de cette conférence et on le terminera ultérieurement parce qu'il faudrait encore 1 heure et demie pour ce faire. Et je voudrais vous parler du changement qui devrait se faire, sur notre capacité à se faire confiance. Ça, c'est noble. Ça, c'est la meilleure ressource émotionnelle. Pourquoi? D'après Frédéric Fanguet, quand il a vraiment mis ce qu'on appelle la pyramide de la confiance en soi, il a mis l'estime de soi, l'estime naturelle de moi-même, et dans le deuxième niveau, il a placé quelque chose de noble, laquelle c'est la croyance, c'est un peu la confiance en soi. Eh bien, pourquoi la croyance, entre parenthèses, la confiance en soi, il l'avait définie comme étant la compétence, c'est-à-dire le sentiment de compétence. Le sentiment de compétence, c'est cette ressource émotionnelle que nous cherchons. Bien, la compétence, vous l'avez. Vous savez lire, vous savez recevoir des connaissances en ligne, sinon en présentiel, et vous êtes doué pour ça. Ce qui donne du boost, c'est le sentiment de cette compétence. Comment le créer? On le crée d'après l'estime. Et comment créer cette estime-là? C'est avec un dialogue interne, c'est avec un dialogue externe encore, c'est avec des lectures, c'est avec des conférences comme celle-là, c'est avec, je ne sais pas, des recherches, c'est avec, nourrissez-vous et essayez d'être avec des sages, essayez de discuter avec des gens qui connaissent des choses, surtout sur des thématiques précises, vos thématiques, votre spécialité. Tellement. Il faudrait agir dans le sens de l'objectif choisi. Nous avons un objectif et agir vers l'objectif. Accepter que les résultats ne soient pas immédiats, bien entendu, mais excellents. J'aimerais bien préparer mon résultat de juillet ou mon résultat de fin juin. Il faudrait commencer maintenant. C'est ça un tout petit peu ce que je voudrais vous faire passer. Il y a un autre point qui est formidable. Moi, là, je commence à chauffer, hein. C'est bien. Laissez votre esprit disponible, le mental, excellent. Écrivez-le, s'il vous plaît. Comme ça, nous lirons ça de temps en temps et laissons notre esprit disponible. Et encore, le mental, excellent. Moi, je vais vous parler de l'esprit et du mental. Et ça va te donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aisance. Il est important, certainement, chers messieurs, mesdemoiselles, mesdames, oui, certainement, Oustada, je change le monde si je change ma représentation. C'est excellent ce que vous écrivez et c'est excellent ce que je vais dire maintenant, hein. Vous essayez de voir. Il est très important de comprendre que notre liberté d'esprit dépend de notre engagement dans la vie et de notre responsabilité. Vous voulez être libre d'esprit. Soyez responsable et soyons engagés davantage pour qu'on soit dans la responsabilité. L'engagement nourrit la responsabilité. Et sachez-le, ça c'est scientifiquement prouvé. Nous optons de vivre sur le mode de la certitude en permanence. Bien, je suis certain de faire les choses comme il se doit, qui ne fera que donner des résultats probants. C'est ce que je veux. يعني قيم للغاية. Pour ce faire, il serait généreux, écoutez ça, d'œuvrer sur notre manière de penser ou comprendre la circonstance. Comprenez mieux si je vous dis qu'avril, le mois d'avril, c'est l'un des mois les plus prometteurs pour que vous puissiez avoir un très très bon semestre. Attaquez avril. Attaquez avril, Ramadan, c'est un mois d'apprentissage à 100%. Nous vous rappelons une toute petite technique de coaching en PNL, si je me permets, la programmation neurolinguistique générative, pour pouvoir cadrer la perception. Vous vous rappelez certainement, c'est un peu ça. Le cadre de perception, nous l'avons compris auparavant, c'est un cadre de perception qui pourrait être négatif. Moi, je le change pour rester dans le positif. Des questions internes, 1 et 2 et 3, quel est le problème pour moi? Qu'est-ce que je devrais faire? Et cetera. Mais c'est un recadrage en quelque sorte, si vous permettez. C'est une opération qui consiste à changer la réponse interne en moi d'un sujet devant un comportement ou une situation, en modifiant quelque chose, en modifiant le sens qu'il lui accorde. Il permet de modifier l'état d'esprit pour donner une nouvelle interprétation qui est très très positive. Ça, c'est un recadrage. إعادة الإطار, ok? Le recadrage va amener
Le sujet qui est moi à reconsidérer ses points de vue. Je reconsidère un petit peu ce que je suis avec des questions-réponses sur un problème, sur une situation, sur des choses, sur une réflexion, sur un modèle du monde. Recadrer, c'est avoir la capacité de restructurer les choses. Comment on recadre? Si vous vous rappelez très bien, on avait parlé des questions. C'est quoi le problème pour moi? Pourquoi s'est-il déclenché? Comment ce problème inhibe-t-il? Comment il bloque un petit peu mes possibilités? Quelles sont mes ambitions? Qui est responsable de tout ça? C'est moi le responsable. Très bien. Mais là, il faut qu'on sache une chose, on ne l'avait pas dit auparavant, il faudrait qu'on dise un petit peu ce qu'on ressent. Si je me parle à moi-même, si je parle avec quelqu'un de cher et je lui parle un petit peu de moi, de ce que je suis, je ne suis pas bien, je suis extra, mais je n'arrive pas à avoir la note qu'il faut, etc. Mais il faudrait que vous dites un petit peu ce que vous ressentez. Si vous ressentez des choses, automatiquement, il faudrait passer au cadre positif. C'est très simple. C'est l'une des techniques de coaching. Il faudrait qu'on pense à un tout petit souci, le même. Il faudrait qu'on dise qu'est-ce que je veux, quand je veux réaliser ça, quelles ressources j'ai actuellement pour réaliser mon problème, quels sont les obstacles qui risquent de m'empêcher de réaliser ça. Il faudrait vraiment des questions-réponses à tout. Mais sachez que les dernières questions vont vraiment vous mettre dans un cadre positif. Si j'obtiens ce que je veux, qu'est-ce qui changera dans ma vie? Certainement, vous allez être le meilleur étudiant du monde avec les meilleures notes. Quel est le premier pas maintenant? Le deuxième pas, le troisième pas, le quatrième pas? Ça, c'est la stratégie, c'est le plan de travail que je dois faire pour obtenir ce que je veux. Là, si vous dites un petit peu ce que vous ressentez, vous allez me dire des choses qui sont positives. Mais c'est excellent. Recadrer un petit peu les choses. Comme ça, on reprendra les situations de la vie étudiante, la vie estudiantine, si vous voulez, et si vous êtes dans le professionnel, dans la profession, ça marche aussi pour vous. Bien. Maintenant, je vais vous donner quelques stratégies. Je pense 4, 5, 6 stratégies qui sont simples, sont adorables. Essayez de les mentionner chez vous et c'est nourrissant comme stratégie des neurosciences. Des stratégies pour gérer les émotions qui peuvent être négatives pour vous. D'accord. Sachez aussi que les émotions font agir. Une émotion fait agir. Une émotion, on trouvera après l'émotion une action. Mais l'action devrait être probante. C'est ça le must de cette conférence. Le psychologue chercheur James Gross, G-R-O-2-S, de l'université de Stanford, rapporte qu'il dit textuellement comme ça, il a décrit 5 stratégies, en quelque sorte, que nous utilisons tous pour réguler les émotions qui peuvent être utilisées à différentes étapes du processus de génération des émotions. Automatiquement, on pourrait les trouver d'une manière globale chez plusieurs personnes, chez des étudiants aussi. Il y a la première qu'on pourrait nommer la sélection de la situation. Je vais essayer de faciliter la tâche pour qu'on comprenne avec des exemples, d'accord? Et je pourrais même traduire quelque peu. La sélection de la situation, c'est moi qui sélectionne un tout petit peu ma situation. La sélection de la situation implique quelque chose, de regarder vers l'avenir. Moi, je regarde vers l'avenir, de projeter et de prendre des mesures pour qu'il soit plus probable de retrouver de se retrouver, c'est-à-dire moi, dans des situations qui donnent lieu à des émotions désirables. C'est moi qui me projette pour voir un petit peu qu'avril et mai et juin seront les meilleurs pour moi de l'année. C'est comme le sprinter, c'est comme le coureur, on va dire, mais il fait un effort colossal dans le dernier sprint. C'est un peu ça dont je parle. Et je le dis avec du cœur parce que je me vois en tant qu'étudiant et j'essaie un petit peu de mémoriser, de voir un petit peu qu'est-ce que je pourrais faire pour être émotionnellement bon et adapté pour passer un deuxième semestre adéquat. Là, j'ai dit des émotions désirables, au moins probable de retrouver des situations qui mènent à des émotions qui sont non désirables. Moi, je ne préfère pas ça. Donc, par exemple, prendre un trajet plus lent, mais plus silencieux. C'est ça la sélection de la situation. Pour rentrer des études afin d'éviter le vacarme des bus, des taxis, du tram, si on peut dire ça comme ça. Donc, prendre un trajet plus long, mais plus silencieux.
C'est toi qui cherches un petit peu tout ce qui est émotion désirable dans des situations qui sont positives. Comme ça, tu te tiens loin et à l'écart de tout ce qui peut nuire à ta, à ta concentration, si tu veux. D'accord? C'est un peu ça. Par exemple, encore, opter et faire un bon plan de révision, de préparation de cours et de révision très tôt pour avoir de l'avance sur les TP et examens dans le dessin, par exemple, d'éviter le stress et qui survient lors des dernières semaines. Oui, c'est un petit peu, je fais maintenant un plan pour moi, j'essaie de faire une situation comme ça, pour faire les choses à l'avance, des TP, des TD, et cetera, pour préparer les examens avant qu'ils n'arrivent, surtout les examens finaux. D'accord? D'où les résumés de cours, ça c'est l'action qui va venir après avoir quoi? Après avoir, fait la sélection de la situation et ressenti un petit peu ces émotions et sentiments dont nous parlons. D'où les résumés de cours, les fiches de cours TP et TD à entreprendre très, très tôt. Et les recherches supplémentaires que vous faites sur internet, pour faire des rapports, je ne sais pas, pour les PFE et c'est des recherches supplémentaires à parfaire et cetera. Il faut voir un petit peu plusieurs choses dans ce sens. Il y a la deuxième stratégie qui est simple encore, la modification de la situation. Vous pouvez modifier un petit peu ce qui existe maintenant, mes pensées. Cette stratégie, bien, peut être mise peut être mise en œuvre lorsque nous sommes déjà dans une situation et fait référence aux mesures qui peuvent être prises pour changer ou améliorer l'impact émotionnel de la situation. Je vais m'expliquer. Si vous voulez que je traduise ça يمكن تنفيذ هذه الاستراتيجية la modification de la situation عندما نكون بالفعل في موقف وتشير إلى الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتغيير أو تحسين خصوصا تحسين التأثير العاطفي للموقف. Je vais vous donner un exemple pour être vraiment dans la situation. Par exemple, accepter d'être en accord lorsqu'une conversation s'enflamme. Donc, il y a une conversation et moi, je suis dans l'accord, non pas malgré moi, mais j'accepte ça pour que je puisse cerner et modifier la situation. Je pourrais être même en désaccord, ça modifie la situation. Je vous donne un autre exemple. Un exemple concret des études, les cours sont nombreux, d'accord. Les connaissances sont abondantes, il y en a beaucoup. Je postule pour un engagement en présentiel et à distance pour subvenir aux besoins à mes besoins de compréhension باش نفهم أكثر خصني نحضر كاع les cours, نحضر البريزنسيال, نحضر à distance, je dois noter, je dois vraiment chercher plus, être assidu, d'accord? Être plus concentré, être plus zen et réceptif émotionnellement. Vous avez compris ce que c'est? C'est un petit peu moi qui fait que la modification de la situation me donne beaucoup d'aisance et beaucoup de sentiments qui sont nettement bons pour moi. Il y a une autre stratégie qui est simple, ce qu'on appelle le détournement de l'attention. Je détourne l'attention. Le détournement de l'attention peut être utilisé pour diriger ou concentrer l'attention sur différents aspects d'une situation. C'est ce que je fais avec vous, certainement, mais d'une manière indirecte, ou sur quelque chose d'autre complètement. Par exemple, si quelqu'un a peur des examens, d'accord? Il faut penser aux bonnes choses de sa vie. C'est-à-dire, je ne sais pas, je pense à ma relation avec mon père, je pense au cadeau que je voudrais faire pour mon père avec l'une des meilleures notes, un événement heureux, je ne sais pas. Et il fera comme s'il fait des exercices d'entraînement. Donc, j'ai un examen et du coup, j'ai un stress qui n'est pas adorable du tout, mais j'essaie un petit peu d'être dans un événement heureux là où je suis avec une scénarisation qui est extraordinaire. Quelqu'un qui a peur des aiguilles, par exemple, et il peut penser à des souvenirs heureux. Lors d'un vaccin anti-coronavirus, par exemple, le premier a été parfait, le deuxième a été parfait, donc je ne suis plus dans la peur des aiguilles. C'est un détournement de l'action, de l'attention. D'accord? Ça, c'est une toute petite stratégie que nous pouvons gérer en nous. Il y a encore une autre stratégie qui est simple, c'est le changement cognitif, يعني التغيير المعرفي. Il s'agit de changer, en quelque sorte, la façon dont nous évaluons
une situation. كيف نقوم بتقييم حالة معينة pour changer comment nous nous sentons يعني باش نبدل الطريقة اللي كيفاش تنحس أنايا. Une forme particulière de changement cognitif est la réévaluation إعادة التقييم. أوكي؟ qui implique de penser différemment ou de penser aux aspects positifs. يعني automatiquement أعيد التقييم يعني من باب آخر، من صورة أخرى، من زاوية أخرى، automatiquement أعطيه يعني قيمة إيجابية. C'est un changement cognitif. Chez moi, d'après mes données, d'après mes informations, je pourrais changer cognitivement ce que j'ai en tête déjà. Mais je pourrais vous donner un exemple concret. Si je puis me permettre, comme la réévaluation d'une déception lors d'un module insatisfait. Par exemple, je suis étudiant, j'ai eu 2 modules dont j'ai été insatisfait. Et c'est un peu vrai si vous voulez. C'est une occasion de le refaire pour avoir une note nettement mieux. Moi, je précise. J'ai validé le taux, mais il y a des notes, par exemple, il y a 2 matières. L'une, j'ai eu un 7 et l'autre, j'ai eu un 14 et je passe. Hein, c'est un peu ça. C'est une occasion pour moi, hein, de refaire, lors du rattrapage, pour avoir une note nettement mieux que moyenne. C'est-à-dire, je voudrais avoir un 17, 18 sur 20, par exemple. Je ne veux pas le 7 sur 20. Même avec le 14, oui, ça marche, mais ça ne marche pas tout comme je veux. Ça, c'est ce qu'on appelle certainement, tout comme j'ai dit, le changement cognitif. De changer la façon dont j'évalue, je fais la réévaluation des choses. C'est très intéressant. Il faudrait qu'on attaque ça en présentiel parce que c'est intelligent de notre part de gérer les choses directement. Moi, je ne vous vois pas, je ne pourrais pas me permettre de faire plus que ça, mais j'essaie le maximum possible. Vous pouvez le faire. C'est un exemple parfait que je donne souvent en coaching présentiel. Ah, c'est simple. Le saut à 2 mètres et le saut à 3 mètres. Par exemple, je vous dis, par exemple, vous êtes là avec moi, je me permets de voir, bonsoir, salut, oui, مرحبا, مرحبا. Il y a des élèves avec nous qui sont bacheliers d'un lycée qu'on appelle Moutanabbi à Salé, dont je rends visite de temps en temps pour faire des amis. Ils sont là avec nous, ils préparent un petit peu leur rentrée à l'université. Et comme ça va être meilleur pour nous tous de gérer les choses, soit à distance, soit en présentiel. Marhaba bikoum encore. Et et très, très ravi de revoir un petit peu beaucoup de monde ici. Ça fait 10 minutes que je n'ai pas vu l'audience. Moi, je me permets de la revoir maintenant, excusez-moi. Je vous donne l'exemple. J'ai quelqu'un qui est avec moi, qui vient, il est d'un mètre 80, on va dire ça comme ça. Je lui dis: «Saute jusqu'à 2 mètres». Qu'est-ce qu'il fera? Il sautera facilement. Il fera comme ça et il sautera, il arrivera à 2 mètres. Ça, c'est et le deuxième exemple, c'est quoi? Je me mets un peu plus haut sur une chaise et je lui dis: «Saute jusqu'à 3 mètres». Qu'est-ce qu'il fera? Il fera l'effort ou pas? Oui, mais il pourra se dire: «Non, j'arriverai jamais monsieur». Ça, c'est une croyance limitante. Bien. Et cette croyance limitante, on pourrait la gérer avec de l'absorption. C'est ce qu'on avait appelé en langue arabe l'ihtiwa'. Et ouais, c'est avec des questions-réponses, c'est avec une manière probante pour nous et je pourrais me permettre de faire tout ce que je veux en dialogue interne, en discours interne et externe avec moi-même. Du coup, j'aimerais bien avoir un résultat. C'est le résultat qui compte pour tous les arts nouveaux, même en psychologie, c'est un résultat. Il faudrait donner un résultat. Même en études, même en PNL, c'est le résultat qui compte. J'aimerais bien aller jusqu'à l'objectif. Qu'est-ce que je dois faire? Être flexible, comment je dois gérer, le planning, et cetera, la stratégie à parfaire, à évaluer et à réévaluer. Il faut qu'on fasse un effort en nous, sincèrement. Vous êtes fort, il faudrait qu'on montre cette force. Comme m'avait dit un ami il y a un jour, il m'a dit: «Quand on est, en langage marocain dialectal, quand je te dis أنتيا مثلًا أنتيا عظيم ولا أنت فِن», il faudrait que tu montres que tu es comme ça. Mais je te parle d'une identité, hein, mais l'identité suppose que le comportement serait fin pour toi. Il serait bien établi, bien préparé. Il faudrait que tu fasses un effort pour arriver à une compétence, capacité, croyance et un peu plus identité.
Donc l'exemple de 2 mètres, c'est facile, l'exemple de 3 mètres, c'est difficile, mais quand on a une certitude interne avec des diagnostics, hein, et avec des stratégies gagnantes pour ne pas être dans la négativité et être dans la positivité, il faudrait qu'on saute quand même et qu'on fasse de l'effort. Et quand on saute avec la meilleure des manières, imaginez qu'on arrive à 2,30 m. Vous avez compris le sens? On dépasse notre croyance limitante. Oui, je suis arrivé facilement à 2 mètres, mais je pourrais me permettre d'arriver à 2,40 m, 2,50 m avec un saut. Oui, je n'arrive pas à 3 mètres. J'ai compris, oui, j'ai compris, moi je le sens. Mais je suis arrivé à 2,50 m. Vous savez ce que c'est que 2,50 m, 60? C'est 17/20. On gère les choses à 13, on arrive à 12 et à 10. C'est pas bien. Quand on postule pour 20 sur 20, là, on arrive à 17 et à 18. C'est un peu nettement mieux. Marhaban, 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 alf marhaban. Je termine, s'il vous plaît, parce qu'il y a des choses à voir aujourd'hui et le temps passe vite. Mais si on ne termine pas, on terminera, Inch'Allah, le vendredi. Mais on a du temps encore avec vous. L'exemple entreprise. Bien. Perte d'un emploi comme étant une occasion excitante d'essayer de nouvelles choses. Des fois, quand on perd un emploi, imaginez dans une entreprise, on se dit: «Oui, j'aimerais bien, moi j'ai été dans la gestion, maintenant j'aimerais bien faire de l'économie tout comme j'ai étudié, tout comme j'ai fait mes études supérieures». Et là, c'est une bonne chose pour nous. Donc c'est une réévaluation d'une petite déception ou d'un module insatisfait ou d'une perte de quelque chose. C'est un changement qui est cognitif. Vous avez compris? C'est satisfaisant. Maintenant, je vais aller véritablement vers la cinquième stratégie apparemment, qui est simple. C'est la modulation de la réponse. Je module la réponse. Je le dis en français et je le traduis certainement pour nos hôtes de marque, notre chère audience et aux meilleurs des étudiants. La modulation de la réponse se produit tard dans le processus de génération des émotions, d'accord, et implique de changer la façon de réagir et d'exprimer une émotion afin d'en diminuer ou d'en augmenter l'impact émotionnel. Je me fais un tout petit peu, je redis les choses en français et je traduis et je donne des exemples, s'il vous plaît. La modulation de la réponse, je module, c'est-à-dire يحدث تعديل الاستجابة. Je pourrais changer un petit peu ma réaction, c'est-à-dire ce que je reçois. La modulation de la réponse se produit tard dans le processus de génération des émotions. D'accord? C'est un processus qui est engagé. Il implique de changer la façon de réagir et d'exprimer une émotion. Donc, on exprime une émotion, une autre émotion, non pas la primaire, afin d'en diminuer ou d'augmenter l'impact émotionnel. Donc, si ce n'est pas probant, si c'est négatif, moi je diminue et j'en suis capable. En langue arabe, je pourrais dire يحدث يحدث باللغة العربية تعديل الاستجابة في وقت متأخر من عملية توليد المشاعر، وينطوي على تغيير طريقة التفاعل أو التعبير عن المشاعر. Il faut qu'on change cette manière-là من أجل تقليل أو زيادة تأثيرها العاطفي. Vous avez compris ça, certainement en arabe, c'est un tout petit peu plus clair pour les arabisants. يعني المعنى التعبير عن المشاعر, il faudrait qu'on le retrace de nouveau. Ça rentre dans le déni, en quelque sorte. تعافل. Être plus serein, يعني نسكت, je me calme, etc. Calme quand il le faut. Il faudrait que je fasse ça. Moi, je pourrais dire un petit peu les choses tout en rajoutant des exemples, certainement. L'exemple, cacher sa colère, par exemple. Je cache ma colère. Je suis vraiment dans une colère, et non pas coléreux. Coléreux, c'est une identité, c'est un état. Cacher sa colère contre un collègue ou un camarade de classe. Je la cache. Oui, parce qu'il y a un référentiel, nous sommes en classe et nous sommes dans un processus d'apprentissage. Cette modulation, ce que j'ai dit maintenant, cacher sa colère, c'est une modulation. Cacher sa colère, c'est quoi exactement? C'est une modulation de la réponse qui se produit tard dans un processus de génération des émotions. Moi, automatiquement, je pourrais me marquer comme ça. Je cache ma colère. Cette modulation est digne d'une capacité formidable. Oui, relative à la gestion des émotions. S'exprimer reste un outil, plus nourrissant. Nous le verrons dans un moment, vous allez voir avec des principes extraordinaires de Damasio. Damasio, c'est un
psychologue portugais, portugo-américain, on va dire ça comme ça, qui est dans les neurosciences, qui est dans la neurobiologie, et il a vraiment découvert des choses. Il a retracé de nouveau les neurosciences avec ce qu'il a eu comme enseignement, comme recherche, comme étude. Ça va nous donner beaucoup d'allure, Inch'Allah Ta'ala. En langue arabe, si vous permettez, moi j'ai adoré ça, moi je remémore des choses. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني بسيطة للغاية أوصني قال لا تغضب فردد يعني مرارا قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب رواه البخاري قال الخطابي معنى قوله لا تغضب اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه هذا المعنى الأصلي لكن قال ابن التين يعني هذا في معنى آخر خير الدنيا والآخرة لأن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق وربما يعني إلى أن يؤذي المغضوب عليه فينتقص ذلك من الدين لاحظ أن المعنى أوفر يعني حتى في الدين يعني أوفر لا تغضب il faudrait qu'on calme un petit peu notre manière d'être surtout quand on est il faudrait qu'on cache notre colère il faudrait qu'on s'alimente avec de bonnes choses en nous pour qu'on ne soit pas dans la colère nous sommes dans des on n'est pas n'importe où, on est dans une faculté, dans une grande école, on est même dans dans notre profession, dans une entreprise, si vous permettez. Bien. Maintenant, je vais passer aux choses sérieuses. Oui, comment cacher, gérer sa colère? Ça, c'est un sujet extraordinaire et grand. Cacher sa colère, la colère, c'est une réaction, c'est une émotion, certainement. Ça pourrait envelopper le dégoût, cacher sa colère. Oui, dans tous les problèmes du monde, on pourrait les affronter, on pourrait les faire le déni, ça raffole, et on pourrait les absorber. Ce que vous demandez maintenant, c'est de ne pas les gérer d'une manière à ce qu'ils rentrent et qu'ils me fassent du tort, mais il faudrait qu'on les gère au mieux pour que moi, je pourrais cacher. La meilleure des manières, si on est coléreux, on s'assied, on s'assoit aussi, c'est correct les 2 et on pourrait boire de l'eau, on pourrait ne pas s'exprimer parce que dans quelque temps, quelques minutes, 5 minutes, s'il vous plaît madame, je pourrais vous me permettre de vous présenter une nouvelle chose sur les neurosciences, sur la colère et comment on pourrait appréhender les choses. Il y a 3 niveaux, 3 stades et vous savez aussi bien que moi et les scientifiques le savent, c'est que la colère, c'est une émotion et encore, l'émotion, elle est dans le même stade que la raison. Mais seulement, chacun d'eux, il est dans un niveau. On va le voir tout de suite, si vous permettez, comme ça, je retrace un petit peu ce que j'ai voulu vous présenter ce soir. Comprenons maintenant ce qui se passe réellement. L'esprit et le mental, vous connaissez, on va voir un petit peu la clé du mystère. On va avoir l'émotion en tant qu'expérience. Bien. À vivre, il faudrait qu'on vive les émotions, il faudrait qu'on déguste. C'est pour ça que je vous dis toujours, sortez et allez à la nature. Et vous allez comprendre pourquoi on y va, on voit un petit peu les couleurs autour de nous. La nature, elle nous enveloppe. Et comme ça, nous allons vraiment vivre des expériences dont l'émotion, dont notre propre émotion que nous créons nous-mêmes. C'est un don. L'émotion, c'est un don. On va voir les marqueurs somatiques positifs et vous allez comprendre ce que c'est, vous les comprenez déjà, mais seulement le mot est technique. Les secrets des neurosciences pour booster nos étudiants universitaires qui sont nos hôtes de marque. Et vous aussi, chère audience. Maintenant, si on veut parler de l'esprit, l'esprit, en psychologie, c'est l'aql, et en médecine, on pourrait dire ça, dhihn, d'accord? Il est plus fort que le mental. العقلية بين قوسين. L'esprit est plus fort que le mental. Bien. L'esprit est la totalité des phénomènes et des facultés mentales, perception, qu'on avait dit tout à l'heure, affectivité, intuition, الحدس, la pensée, le jugement, le hukm, la morale, etc. Tout ce qui s'ensuit, c'est l'esprit. D'accord? Le mental, c'est autre chose. C'est l'ensemble des pensées et émotions qui sont en nous et qui nous empêchent d'être dans le présent. C'est-à-dire, je pourrais être dans un mental, je pourrais postuler pour le futur, je pourrais rester dans le mais ça m'empêche d'être dans le présent, je m'explique tout de suite. Nous sommes souvent
emportés par nos émotions et nos passions. Qu'il y a des émotions qui nous emportent et on ne voit même pas que nous sommes là. La colère, l'avidité, si vous voulez, la jalousie encore, mais je voudrais ne pas vivre ça, mais c'est impossible. Les émotions sont faites pour qu'on les vive. Tout comme les voitures, par exemple. C'est un exemple qui est concret, les voitures sur une autoroute. Le mental ne s'arrête jamais. Et autant il peut être utile pour trouver son chemin, pour calculer une opération arithmétique. Vous avez compris le sens des voitures sur une route, le mental ne s'arrête jamais, et autant il peut être utile pour trouver son chemin ou calculer une opération arithmétique ou pour faire quoi que ce soit. Ce que je voudrais vous faire passer aujourd'hui, c'est l'une des meilleures clés de succès, l'une des clés pour entamer ce que nous entreprenons. Nous devons d'avoir un rendez-vous avec soi. Il faut qu'on ait un rendez-vous avec soi. Chaque jour, il nous faut, d'après les scientifiques, d'après Damasio, une demi-heure minimum avec soi chaque jour. Moi, je présume, il y a des gens qui peuvent dire nous avons besoin d'une heure pour se retrouver, pour retrouver l'équilibre pour nous. Déjà, quand on est avec les collègues, avec les camarades, avec les gens, avec les parents, etc., c'est bien. Moi, je ne pourrais pas dire le contraire. Mais il faudrait du temps pour nous. Il faudrait qu'on s'explique, il faudrait qu'on questionne et qu'on réponde. Oui, la prière, certainement, nous aide dans cela 5 fois par jour, sinon plus. La méditation, pour ceux qui la pratiquent, le yoga, etc. Il y a un secret génial derrière ce rendez-vous avec soi. Bien. Et je pourrais me permettre de dire, nous, dans le processus d'apprentissage, en tant qu'étudiants dévoués, en tant que fonctionnaires, si vous permettez, encore, nous sommes en constante accélération et nous avons peu de temps pour reposer notre esprit. L'esprit, il est toujours en effervescence. Du coup, de 8h30 ou 9 heures du matin jusqu'à l'après-midi, et vous êtes vraiment dans l'apprentissage, vous êtes vraiment dans tout ce qui est acte, surtout quand vous êtes dans l'apprentissage. Vous donnez et vous recevez. Le cerveau est un muscle qui est véritablement ou qui a véritablement besoin de repos, d'oxygène, sinon il explosera. Et pour cela, nous devons nous questionner. Des questions qui sont simples. Les enfants connaissent ça, mais ils ne savent pas qu'ils connaissent ça. Est-ce que je ressens ce que je désire ressentir en plein processus d'apprentissage? Suis-je ce que je voudrais être? Est-ce que je suis dans la bonne voie? Quel sens a ce que je fais actuellement? Est-ce que je fais les choses que j'aime? Est-ce que c'était marquant lors des examens de fin mars? Est-ce que j'ai eu de bonnes notes? Est-ce que je dois faire un effort supplémentaire? J'ai parlé maintenant, je touche au sixième niveau de Robert Dills, les niveaux logiques, si vous vous rappelez très très bien. Maintenant, touchons au fond de ce que nous sommes. L'intelligence émotionnelle, nos émotions sont un grand cadeau pour nous. Notre humeur, ce qu'on appelle en langue marocaine le Ghana, un marocain algérien, c'est la même chose, nous sommes comme ça. Notre force émotionnelle, on sent l'attestation ou le témoignage. C'est une force en nous. L'émotion est associée à l'humeur, associée au tempérament, associée à la personnalité encore, et à la disposition et à la motivation. Bien, j'y arrive, hein, s'il vous plaît. J'y arrive. Nos émotions sont nos gardes du corps. Oui, des fois, ils nous guettent, des fois, ils viennent vers nous et nous sauvent. En 1951, dans son vocabulaire, de la psychologie, Henri-Louis Charles Pierron, c'est un psychologue français, l'un des fondateurs de la psychologie française, scientifique en France, il définit l'émotion comme une réaction affective. D'accord. Là, j'y reviens pour définir un petit peu ce que Madame a demandé. Réaction affective d'assez grande intensité, dépendant de centres diencéphaliques, d'accord, c'est deux, et comportant normalement des manifestations d'ordre végétatif. Bien, il y a une conscience de l'émotion, mais son degré semble toutefois variable. C'est une conscience que nous avons de l'émotion. Qu'est-ce que je voudrais dire de tout ça? L'émotion, c'est une expérience. C'est une expérience psychophysiologique, complexe, certainement. Toujours, il y a des recherches sur ça. Elle est intense en plus,
avec un début brutal et une durée relativement brève. Donc ça part de 3, 4, 5 minutes, ça arrive jusqu'à 1 heure. Au-delà d'une heure, moi je ne connais pas, mais certainement il y en a. Mais une émotion, c'est ça. Je ne parle pas de sentiment. Le sentiment, il est un petit peu plus long que l'émotion. Mais l'émotion, c'est un petit peu quand un chien vient et automatiquement ça nous dérange et l'émotion, elle est déclenchée. C'est ça l'émotion. C'est une émotion. L'émotion inclut fondamentalement un comportement physiologique, un comportement expressif. Ça se voit nettement quand on calibre la personne. C'est une conscience encore. Le comportement expressif est une conscience. Et on est conscient de la chose. Qu'est-ce que je fais avec mes émotions? Nous avons deux stades. Moi, je réponds à madame hein, et à tout le monde. Nous avons deux stades qui règnent. Un stade de l'émotionnel, que certains pourraient appeler, héroïque si vous voulez, mais c'est de l'émotionnel et un stade stratégique, c'est un peu le stade de la raison. Un et 2. On va parler de 2 et le troisième viendra. Le stade 1, vous persévérez vous persévérez et allez directement vers les objectifs et autres buts externes qui ne sont peut-être pas les vôtres. Des fois, on fait aller avec les objectifs de tout ce qui nous entoure. C'est un stade émotionnel primaire. On fait les choses avec de l'émotion. Bien, on aime, oui, on y va. C'est comme quelqu'un qui vous dit, est-ce que vous jouez à un match de foot et vous y allez. C'est un peu ça. Passer du stade 1 où l'émotion nous guide, nous bloque quelquefois, moi je dirais, parce qu'il y a des émotions qui bloquent, nous gèrent, nous emportent. Dans le cas du positif, c'est extra, pas grave. Mais dans le cas contraire, par exemple, nous aurons à gérer. Il faut qu'on gère. C'est pour ça que nous sommes dans une conférence aujourd'hui. Bien. Stade 2 maintenant. Stade 2, c'est de la raison. Au stade de la stratégie, qu'on appelle le stade 2, où nous pouvons gérer à bon escient, on gère à bon escient, je ressens une émotion déjà. Qu'est-ce que j'en fais? Nous ne supprimons guère une émotion, nous ne l'annulons jamais, non point. Il s'agit de la faire entrer en nous, de l'accepter, de l'entretenir et d'être intelligent face à elle. Il faut qu'on soit intelligent. D'où le secret de l'intelligence émotionnelle. Un peu ça. Antonio Rosa Damasio, c'est un Portugais, c'est un professeur de neurologie, tout comme j'ai dit tout à l'heure, expert en neurosciences et psychologie, nous révèle après de longues recherches fondées que la raison et l'émotion, notez ça s'il vous plaît, sont la même chose, mais pas au même stade. Comment? Chez Descartes, chez les neuroscientifiques, chez oui, mais ça, c'est récent. C'est-à-dire, l'émotion et la raison sont la même chose, mais pas au même stade. D'abord, il y a l'émotion et puis il pourrait y avoir une raison. L'émotion est obligatoire pour l'humain. L'être ne peut vivre sans émotion. Si je puis me permettre, je pourrais dire, c'est un parcours obligatoire que doit vivre notre raison. Il faut qu'il passe par l'émotion. L'émotionnel d'abord, on s'extasie dans l'émotion. Autrement dit, tout commence par de l'émotion et une fois l'émotion déclenchée ou vécue, n'importe où et avec n'importe quelle manière, ça va nous donner la raison automatiquement quelques temps plus tard. C'est le même circuit, mais pas au même stade. Pas au même temps, ni au même cycle, ni la même durée, ni le même intervalle. Ça pourrait coïncider, mais c'est après que vient la raison. Les travaux de Damasio portent sur l'étude des bases neuronales de la cognition et du comportement. Ils mettent en avant notamment l'importance des émotions et des sentiments dans les processus cognitifs. C'est une nouvelle carte de la conscience et des émotions. Damasio, ce professeur, il traite de l'émergence de la conscience. Sa thèse est que le concept de soi, c'est la clé de tous. Or, on avait parlé du proto-soi, si vous vous rappelez très très bien, au début. C'est un sentiment même de soi, c'est l'autre moi-même, c'est le type en interne, c'est le type fonction cérébrale, mais c'est l'information la plus élémentaire de soi. C'est ce que je reçois comme élément. Elle est préconsciente.
fonction de ce soi est de constamment détecter, enregistrer moment par moment les changements physiques, encore internes, qui affectent l'homéostasie, c'est-à-dire توازن ديالنا, d'accord, de l'organisme. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que ce stade-là, c'est le premier. Et automatiquement, ça inclut qu'il y a de l'émotion. L'homéostasie, si je puis me permettre, c'est une stabilisation, c'est un réglage chez les organismes vivants, etc. C'est un peu, on voit la pression artérielle, la température, etc. C'est un petit peu nous dans un état précis. Cet état préconscient sur la base sur laquelle peuvent se construire le soi central, le soi autobiographique et beaucoup de choses, mais c'est technique ça. Cette conscience noyau n'a besoin de mémoire, de langage, etc. Mais ça donne quelque chose, une découverte qui est éminente. Nos émotions sont nos alliés. Les émotions d'abord, puis la raison. Toute émotion est un cadeau, nous dit Damasio. Ne dites plus jamais je ne veux pas avoir d'émotion. Ça, c'est techniquement impossible. D'accord. Émotion is our bodyguard. L'émotion est notre garde du corps. En langue arabe, يعد الشعور حارسي يعني الشخصي. À quoi elles servent? Émotion, c'est mettre en mouvement. Ça, c'est en latin. Nous avons un annonceur qui nous dit fais attention, tu es en retard par rapport à tes révisions avant l'examen final. C'est quelque chose qui nous annonce ici que, attention à la nous appellerons cela la peur ou la crainte. Ça va? La crainte, l'inquiétude, l'alarme. Et donc, vous accélérez. Le mouvement, vous commencez à réviser soigneusement et le résultat est mieux. C'est un peu ça. Donc, l'émotion, elle est propre à nous et nous fait de bonnes choses. En comportement encore, au lieu de dire j'ai failli, comportement langagier, j'ai failli rater mes modules, dire excellent, j'ai pris de l'avance et j'ai réussi. Encore mieux planifier mon semestre divinement pour pouvoir marquer et réussir. L'émotion fait partie structurante de notre bien-être. C'est ce que j'ai compris de ces recherches. Damasio nous livre beaucoup de bonnes choses aujourd'hui. Grâce à l'émotion, la crainte, entre parenthèses, notre vie peut s'organiser. Et c'est émouvant pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai toujours cru une chose, c'est la grande découverte. Notre pouvoir de décision va se structurer depuis tout petit grâce aux émotions. On n'oublie jamais rien. Aussi, il ajouterait lui, une information sur nos amygdales. Vous connaissez l'amygdale, c'est comme une amande que nous avons au fin fond, c'est-à-dire au milieu de notre cerveau, et qui sert à capter les émotions et à gérer. Elle pourrait nuire à notre manière d'être, etc., si l'émotion est très très forte pour nous. Une information, les amygdales, une peur de traverser, par exemple, la ruelle ou, la chaussée, il y a un klaxon et automatiquement, le klaxon, il déclenche de la testostérone, de l'adrénaline en moi, il me procure de la peur et j'évite le problème. Et l'émotion, elle est grandement meilleure pour moi parce que l'émotion, elle me sauve la vie. Les amygdales, c'est une partie du cerveau qui gère les émotions. L'amygdale, c'est une partie qui doit son nom à sa forme qui rappelle celle de l'amande, un tout petit peu comme ça. Si en rouge, je pourrais vous mettre un dessin sur ça. L'amygdale est essentielle à notre capacité de ressentir et de percevoir chez les autres certaines émotions. Et c'est le cas de la peur et de toutes les modifications corporelles qu'elle entraîne. L'amygdale, c'est un peu ça. Il est en nous, il faudrait qu'on fasse des recherches sur ça. Maintenant, j'aimerais bien parler des marqueurs somatiques positifs. L'avant-dernier point de cette conférence, l'association d'une image à une émotion. Et vous, chers étudiants, chers hôtes de marque, par exemple, le couscous euh, a l'hdaga, ce qu'on appelle la magie gastronomique de ma mère. Par exemple, le gâteau américain, American Carrot Cake, au charme de mon épouse. C'est un petit peu, je fais l'image avec ce que j'ai comme émotion. Et ça garde l'émotion pendant longtemps. C'est une émotion qui se restructure via ce que je reçois comme image. Et en plus, il n'y a pas que ce que procure le couscous ou le gâteau. C'est un mix, dit Damasio. Donc, tout ce qu'il y a autour dans l'environnement, c'est l'été.
Par exemple, c'est l'Aïd, c'est Ramadan, c'est Chaban, les préparatifs, et cetera. C'est un sourire autour de moi, autour de nous, en famille, sa manière de s'habiller, tout ce qui s'ensuit, tout ce qui est dans l'environnement rentre dans les marqueurs somatiques positifs. On pourrait marquer des choses par une image, par un son, et automatiquement, ça donne de la kinesthésie. C'est ce qu'on appelle le janib al-hissi ou encore le janib émotif ou la atifi. D'où le couscous est positif pour moi. Dans notre cerveau, il y a un marqueur somatique positif. Somatique, ça touche la personne. Très, très positif. C'est émouvant et fort comme relation. Je m'explique, hein. Ce que nous vivons maintenant va nous servir pour prendre une décision plus tard. Ça, c'est les marqueurs positifs, somatiques positifs. Vous pouvez être dans un restaurant et choisir rapidement ce qui est écrit sur le menu. Vous n'aimez rien à part couscous le walida. Ils écrivent ça comme ça. Et automatiquement, tu remémores ce que tu as toujours adoré chez ta mère. Texto, contrairement au choix d'un tagine à l'agneau qui n'avait pas réussi chez un ami quand il m'avait invité, moi je n'ai pas trop aimé, si vous comprenez le sens. Donc automatiquement, d'après les émotions que j'ai vécues en mangeant du couscous une fois, deux fois, trois fois, ça crée mon marqueur somatique qui est positif. Nous aurons à réduire notre champ d'hésitation, puisque il y aura une partie négative et une autre positive. Et donc, tout ce qui est mauvais souvenir va nous aider à prendre une décision à l'autre partie. Donc, ça réduit notre champ d'incertitude ou indécision. Prise de décision et l'émotion sont intimement liées, d'après Damasio. Et c'est ce que je voulais vous dire. C'est une source émotionnelle, c'est une ressource émotionnelle pour nous. Méfiez-vous de vos réactions, car elles sont à chaud. Quand elles sont à chaud, elles sont en premier stade. Qu'est-ce qu'on fait? Si je puis m'expliquer, le rôle essentiel de l'émotion dans la décision est le raisonnement. Bien, le rôle dans la décision est le raisonnement. Il est notamment connu pour l'identification de sites neuronaux impliqués dans le processus des émotions, ça déclenche ici, et la démonstration que les émotions sont impliquées dans la prise de décision. C'est une étude qui est récente et qui dit un tout petit peu, il n'y a pas de décision sans de l'émotion dedans. D'où l'erreur de Descartes. Moi, je ne parle pas de Descartes, je ne pourrais pas me permettre. Mais lui, Damasio, a écrit un livre, un ouvrage qu'il a appelé L'erreur de Descartes, qui séparait l'esprit et le corps ou encore la rationalité et l'émotion. Oui, certainement, c'est ce que nous avons toujours connu. Rationalité et émotion, ils sont divergents, comme ça. La théorie des marqueurs somatiques d'Antonio Damasio, ce chercheur a montré dans son livre L'erreur de Descartes la raison des émotions que les émotions, la raison des émotions que les émotions nous aident à réfléchir et à prendre des décisions, contrairement à ce que peut produire Descartes. Cette idée prend forme dans sa théorie des marqueurs somatiques. Et après des années, imaginez avec moi, selon cette théorie, chaque stimulus, chaque stimuli extérieur vécu par une personne est associé à une réponse émotionnelle, bien, ou sensitive. Et ce lien est enregistré dans le cerveau, dans le cortex préfrontal ici, d'où le stade 2, la raison. D'accord? Par la suite, si cette personne se retrouve face à un stimulus similaire, tout comme le couscous, tout comme le gâteau American carrot, cela réactivera par la même occasion les émotions associées. Très simple, vous avez compris ça. Et je pourrais m'expliquer avec d'autres exemples. Prenons cet exemple-là d'une personne qui a mangé des glaces, apparemment non fraîches, et qui en a été malade. Le cortex préfrontal, celui de la raison, va enregistrer le lien stimulus, glace entre parenthèses, et émotion, sensation, entre parenthèses, regret et douleur, parce que c'est affecté, bien, et automatiquement, la prochaine fois que cette personne se retrouvera face à une glace en tout genre, la réponse émotionnelle de sa mauvaise expérience sera réactivée, ce qui lui provoquera du dégoût
et de l'incommodité, si vous me permettez, de l'inconfort encore. Elle décidera, là, la décision, elle décidera donc immédiatement de ne pas en manger. Dans cet exemple, la prise de décision a été conditionnée par le marqueur somatique négatif de la mauvaise expérience de dégustation. Certainement, il y a des choses qu'on n'aime pas, mais il y a des marqueurs somatiques qui ont été précédemment initiés. Et là, on comprend mieux pourquoi la plupart, sinon quelques-uns, ne mangent pas quelques produits, quelques aliments, tout comme les navets, tout comme, etc., etc. Ça, ce n'est pas une programmation. Selon les recherches d'Antonio Ravamazio, ces marqueurs somatiques interviennent très fréquemment dans nos décisions de tous les jours. Ils nous aident à faire des de manière consciente ou non, mais certainement non consciemment. Les émotions négatives ou positives, entre parenthèses, sont des indications de ce que nous devons rechercher ou éviter encore, basées sur nos expériences précédentes. Il y a toujours de l'expérience précédente. C'est pour ça qu'il y a des émotions d'abord. Ces marqueurs limitent la réflexion aux possibilités les plus pertinentes. Ça vous bloque, ça vous crée de l'incertitude, oriente les décisions vers la plus utile. Oui, selon Damasio, ce professeur portugais, américano-portugais, les marqueurs somatiques accroissent probablement la précision et l'efficacité du processus de prise de décision. Et c'est fin. Maintenant, ça fait un ravage dans le monde de la psychologie. Ça a été dit en 1995 seulement. Les émotions sont là pour réduire les choix possibles et nous pousser à l'action. C'est un petit peu ce que nous cherchons tous. L'émotion et la raison, c'est la même chose, mais pas au même stade. Il y a l'émotion et nous sommes à chaud, on laisse un tout petit peu pour plus tard, pour qu'on ait de la raison et là, on pourrait décider. Ah, ça marque. J'aime beaucoup, mais il faudrait qu'on aille vers une chose qui est culminante. Les émotions, elles existent, elles ont le droit d'exister. 4 à 5 minutes, elles montent dans la zone préfrontale pour qu'on arrive à une décision, à une de sagesse, on va dire ça comme ça. Le cortex préfrontal, c'est là, c'est Nasiya en langue arabe, si vous permettez, joue un rôle essentiel pour ce qui est du langage, de la mémoire encore, des fonctions cognitives ou sociales. Le cortex préfrontal, c'est beaucoup de choses. Moi, j'avais fait des recherches sur ça il y a quelques années. C'est la mémoire à court terme, elle est là. C'est la prise de décision, c'est la prise d'initiative, c'est le langage encore, le discours, il est là. Là, vraiment, véritablement, c'est la prise de décision. Sur le temps, nous sommes dans le un. Nous sommes vexés si après des heures ou plus, tu viens discuter du problème comportemental, tu es dans le 2, c'est le stade préfrontal et c'est bien pour toi de décider ainsi. La plupart des gens sont à chaud, dans l'émotionnel et automatiquement ils décident. Et là, il y a toujours des problèmes de comportemental, des problèmes de comportement avec les gens, etc. Et on ne comprend pas mieux ces gens-là. Ce qui est important, on devrait nettoyer le vase régulièrement. C'est une question d'hygiène émotionnelle. Il ne faut pas vivre le lendemain avec ce qu'on a vécu aujourd'hui de négatif. C'est une question d'hygiène émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est de l'hygiène énergétique. Si vous voulez que vous soyez toujours fort, que vous commencez un petit peu votre labeur, votre travail, vos études maintenant, nous sommes en avril, si vous voulez préparer juin, il faudrait commencer dès maintenant. Il faut éviter le blocage, la goutte qui fait déborder le vase. C'est un peu comme ça que nous pourrons citer les choses-là. De l'hygiène à notre zone de transit. Je rappelle Damasio encore, il est important de ne pas parler ou décider en temps réel. Oui, je ne décide pas. Nous sommes sur le registre de l'émotion pure, le OA, c'est le stade 1. Un quart d'heure après seulement, peut-être en parler et dire j'aimerais revenir avec vous. Par exemple, si tu es avec un ami, avec un collègue, avec un conjoint, j'aimerais peut-être parler, je pourrais dire je reviens vers toi sur ce qui s'est passé. Mais c'est un quart d'heure, une demi-heure, le soir, le lendemain. Ne décidez pas, ne parlez pas quand vous êtes chaud. Nous serons à l'état 2.
Et quand on est à l'état 2, ce qui n'est pas nettoyé va être stocké dans la mémoire longue et c'est le stade 3. Et c'est là qu'on devrait vraiment programmer notre subconscient avec la meilleure des manières. Donc il faudrait qu'on filtre, il faudrait qu'on aide à ce filtre-là. Bien, j'aimerais bien partager avec vous quelque chose de noble encore pour finir, pour clore cette conférence. Il y en a une autre vendredi. C'est grand, c'est grandiose. Le stress qui se transforme en burn-out. On est dans un stress quotidien et à un moment donné, on explose. C'est des gens en surcharge cognitive, d'où l'intérêt des réunions qui sont entreprises tous les mois. Des fois, la surcharge affective se manifeste par un sentiment de débordement. On est trop débordé. Des fois, c'est existentiel, des fois, c'est raisonnable. Et des fois, on n'est pas vraiment débordé, mais dans notre ménage, on se dit qu'on est trop débordé. Hein, d'accord? Les obligations quotidiennes deviennent alors de plus en plus pesantes et le surmenage apparaît rapidement. Ce phénomène peut conduire à un burn-out émotionnel, c'est-à-dire la fatigue totale. Burn-out émotionnel, vous le connaissez certainement. Comment s'en sortir? Il existe plusieurs solutions pour dépasser cet état de surmenage. Premier conseil que je pourrais donner, prendre le temps de souffler déjà, respirer, d'écouter un petit peu son intuition, sortir, s'asseoir si vous êtes debout, 30 minutes avec soi, tout comme j'ai dit au début, et sinon plus, prenez du temps pour vous-même, ne parlez pas trop quand vous êtes vraiment dans une émotion qui n'est pas du tout dans la positivité. Vous pouvez notamment aller marcher dans la nature, pratiquer un sport à l'extérieur. À l'intérieur, ça va aussi. Cessez momentanément toutes les activités, par exemple, je dirais intellectuelles. Ne cherchez pas, n'étudiez pas, prenez du temps pour vous et revenez vers les études après. Pendant quelque temps, je dirais, mais revenez, pour établir une connexion avec son corps déjà et avec la nature, parce que vous êtes nature et vous revenez dans la nature. Plusieurs étudiants décident de se mettre au bricolage quand ils sont vraiment dans un stress comme cela, au dessin. La plastique, c'est la saison. Change les chants aussi. Les gens, il y a certaines personnes qui chantent bien avec nous aujourd'hui et qui sont vraiment dans le melhoun et dans l'andalousie et j'adore ça, hein, en plus. Le plus important est de faire les choses lentement, de s'accorder une vraie pause. Oui, à cette période, pas de téléphone, ni email, ni, ni réseaux sociaux, on va dire, pour respirer et observer. Oui, là, tout ce qui est visuel aide beaucoup, l'auditif encore. Observez vraiment l'environnement qui vous entoure. Revenons au processus 1. Encore, si vous recevez un mail, moi je vous le dis comme ça, j'ai appris ça d'un grand monsieur, je citerai le nom dans une minute ou deux. Encore, si vous recevez un mail qui vous agace, je dirais comme ça, c'est un mail qui vous vient, par exemple, en soirée, on va dire ça comme ça. Répondez à chaud, mais ne l'envoyez pas. Essayez d'écrire la réponse à chaud, mais ne le renvoyez pas à ce monsieur ou à cette dame. 30 minutes plus tard, sinon le lendemain matin. Après, ça va vous allez vous apercevoir au stade 2 parce que vous serez un tout petit peu, non pas dans l'émotionnel, mais vous allez vraiment vous apaiser et vous avez bien fait de ne pas l'envoyer et vous allez vous en apercevoir. C'est l'intelligence émotionnelle ça. Ça, c'est un état de l'intelligence. C'est comme un gaz et qui devrait descendre et se stabiliser. Il faudrait de la patience pour ça. Si vous êtes véritablement intelligent émotionnellement, montrez-le dans vos actes. L'état 3, qui est le stade 3, c'est un peu quand on emmagasine ce qu'on ressent, ce qu'on décide et on le fait passer au l'état 3, le tas tiède, on va dire. Il faut être reposé, bien à l'aise pour produire. Bien, ce que je pourrais dire en fin de conférence, c'est l'intelligence émotionnelle. La nuit ne porte pas conseil, tout comme on nous a toujours dit. Techniquement, c'est le passage du stade 1 à 2 qui porte conseil. Donc, si on dit on remet ceci à demain matin, Inch'Allah, pour décider, nous faisons de l'intelligence émotionnelle. Vous avez compris? Ça vous a touché extrêmement bien.
Tout comme nous apprend si bien un coach, que je respecte beaucoup, qui s'appelle Bernard Flabian et qui, fait des merveilles et qui fait beaucoup de recherches aussi. Maintenant, je viens vers vous pour clore. Ne décidant pas précipitamment, d'une manière très rapide. Donnons du temps au temps. Donnons du temps pour apaiser l'émotion, pour pouvoir toucher à la rationalité, au stade 2. Donc stade 1, stade 2, remémorez ça. À l'étape 3, l'émotion est froide et dure. Oui, le dur dure, tout comme le dit si bien. Dans ce cas-là, il faut 3 fois plus d'énergie pour enlever un marqueur somatique négatif. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait vraiment catégoriser ce qui rentre d'après notre conscient pour qu'il ne s'installe pas dans le subconscient, c'est-à-dire la mémoire de longue durée, on va dire ça comme ça. Donc, pour ne pas créer, pour ne pas essayer, c'est difficile d'enlever un marqueur somatique négatif. On disait que les dames n'oublient jamais rien, même les hommes n'oublient jamais rien. On n'oublie rien du tout. Tout est emmagasiné en nous. Il aura de la rancune, certainement. Et, et encore, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Il y a une gêne dans une relation, dans une communication, dans un comportement. Certainement, il n'y a pas de plaisir. Donc, créons de la joie, cher étudiant. Vous pourrez la faire si ce n'est pas vous. Automatiquement, vous êtes capable de créer une joie. Cela devient légitime pour passer à la réussite. Donc, joie, c'est émotion, réussite, c'est raison, et encore, vous allez emmagasiner tout ce que vous produisez comme comportement joyeux. Réussite encore. L'intelligence émotionnelle ne s'intéresse pas seulement à la joie, mais qu'est-ce qui empêche ma joie d'être au top? Qu'est-ce qui gêne ma joie? Ça, c'est la question. Donc, même un couple qui est à 20 sur 20 de joie dans leur couple, maintenant, 5 ans après, ils sont à 17 sur 20. Où sont passés les 3 points? Pardon. D'où viennent les 3 points de gêne, ce qui manque pour compléter la joie? D'accord? Il faut du plaisir, il faut du bonheur, on va les voir par après. Parlons de joie par après et quelle est la différence entre les 3? En enlevant la gêne, on retrouve le plaisir. On commencera la conférence prochaine par ceci. Seulement, je termine ma phrase. L'intelligence émotionnelle est exactement à l'inverse de ce que l'on pense. On ne motive pas quelqu'un, on ne motive pas une équipe. On essaie de comprendre comment il a été démotivé. Et quand on comprend votre gêne, on pourrait créer avec vous votre joie. En récupérant la gêne, qu'on retrouvera le plaisir. Un travail à faire, certainement, mais comment? On le dira prochainement. J'ai une télécommande électronique, par exemple, que je ne sais utiliser en pleine conférence. Je demande au responsable de l'organisation, il me demande quel est le problème, c'est une question. J'explique mon ennui, il solutionne ma gêne. Et automatiquement, j'en suis très content. La prochaine fois, je vous en donnerai plusieurs exemples pour que vous compreniez. Si vous statuez sur la gêne, vous créez de la joie. C'est que là où il y a de la gêne, chers messieurs, mesdemoiselles, chers professeurs, et encore chers étudiants, il n'y a pas de plaisir. C'est que là où il y a de la gêne, il n'y a pas véritablement un grand plaisir. D'accord? Je reviens vers vous pour vous dire merci beaucoup. Je comprends maintenant la citation: «Ne promets rien quand tu es heureux, ne réponds pas quand tu es énervé». Oui, certainement. Mais quand on est vraiment dans une émotion qui donne un caractère qui n'est pas pesant, qui n'est pas véritablement, heu, positif. C'est pour ça qu'on demande aux gens d'être joyeux au maximum possible. Quand je suis joyeux, je vais vraiment, la joie, c'est contagieux. Je vais vraiment vous donner de la joie, surtout quand je suis collègue avec vous, quand je suis véritablement camarade de classe. Je pourrais véritablement donner beaucoup de comportements et offrir des comportements joyeux, comme ça j'en aurai appris. Je pense qu'être en colère, c'est être piégé par le cerveau émotionnel. Bien, on est piégé par nous-mêmes, mais certainement, si vous dites cerveau émotionnel, c'est donc vrai.
Et donc le travail de gérer nos émotions consiste à bien comprendre le fonctionnement de notre cerveau. Oui, c'est un peu le coup de ces conférences qui sont proposées par notre chère université. C'est des conférences 2 fois par semaine, c'est rien du tout, mais il faudrait qu'on appréhende des choses-là, il faudrait qu'on fasse des recherches encore. Chère audience, je vous dis merci. On a un tout petit peu tardé, mais c'est pas l'émotion comme un détecteur. Oui, l'émotion, c'est un détecteur. C'est bien dit, merci beaucoup. Mais certainement, c'est la première étape pour arriver à la raison. Sentez la vie, sentez autour de vous votre travail, vos études. Et comme ça, vous serez vraiment dans la meilleure des joies que vous créez vous-même autour de vous. Moi, j'en connais ceux qui créent de la joie partout où ils sont. Et c'est ça un petit peu l'astuce. Si vous êtes docteur en communication, montrez-moi ceci. Si vous savez parler aux gens, montrez-moi ceci. Et comme ça, vous aurez des amis partout où vous allez et tout le monde vous adorera parce que vous adorez tout le monde. Merci beaucoup, chère audience. Et à la prochaine, Inch'Allah, ça sera en langue arabe, avec du français, bien entendu, parce qu'il y a des mots qui sont techniques. Et on va statuer sur tout ce qui est ressources émotionnelles. C'est un gage de réussite pour nos étudiants de valeur, nos étudiants qui sont très, très charmants et qu'on commence à voir des Mars, on a commencé à les voir de près et ils sont gentils et ils adorent tout ce qui est développement personnel, orienté, solution. Je vous dis merci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.